Entre le moment où cet entretien a été enregistré et sa diffusion, Pierre-Guillaume Mercadal a vu la totalité de son cheptel être euthanasié sur décision de la préfecture. Intégralement ruiné, il a lancé une cagnotte pour demander de l'aide et celle-ci a dépassé tous les plafonds. Voilà pourquoi il a souhaité utiliser l'argent collecté afin de créer un SAMU social agricole dans sa région. Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers la cagnotte si vous souhaitez y participer, ainsi que vers une vidéo explicative de ce qui lui est arrivé entre-temps. J'espère que cet épisode, placé sous le signe de l'humour et de la franche camaraderie, vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! D'ailleurs, je précise qu'après des dizaines de vidéos, j'ai jamais été poursuivi en diffamation, ce qui est quand même étonnant. On me poursuit pour harcèlement, pour des termes concernant le maire comme coquin et petit polisson et fouine. C'est la fonctionnaire la plus courageuse que j'ai croisée de ma vie. Si aujourd'hui je suis encore là, je le lui dois en partie. Voilà, donc 2 mecs armés à la maison. J'ai eu droit à 2 fois des gros vols de porcelets. J'ai eu droit récemment à mes animaux massacrés dans des conditions dégueulasses, c'est-à-dire tir dans le ventre, et puis quelques jours après on en a eu un empoisonné. J'ai essayé de me faire médiatiser par toute la presse de gauche, avec des journalistes parfois hyper courageux, mais les rédactions n'ont pas voulu. Donc avec des professeurs du Canard enchaîné, avec une journaliste primée par Anticorps, ce qui est quand même stylé, il faut quand même le dire. Marianne, Mediapart en ont pas voulu, parce que Monsieur Bailey c'est quand même embêtant. Nous on est rentrés de force, parce que en fait il est venu à 7h ou 7h30 du matin pour faire le truc à l'anglaise, tu vois, et se barrer et dire je fais le salon, c'était merveilleux. Nous, quand on a su ça, on voulait quand même essayer de discuter un peu avec lui. Hein. Donc il y avait 7 compagnies de CRS. Pour un, je sais pas si tu imagines ce que ça a coûté financièrement. Enfin, il y avait 7 compagnies, plus des gendarmes mobiles. Enfin, c'était incroyable. Est-ce que nos ancêtres mangeaient? Je sais pas. Moi je non. vérifie. Après, il faut vérifier, tu vois, parce que c'est peut-être du complot. Ça peut être de la fake news aussi. Peut-être fake news. pas. Avant, ils mangeaient pas. Ils étaient, c'est comment? C'est les praniques là qui se nourrissent avec le soleil. C'est ça. C'était les voilà, praniques. peut-être que nos ancêtres étaient praniques. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pas Content avec Tabibian, une édition totalement improvisée. L'entretien que vous allez voir n'était absolument pas prévu. Je viens de terminer un entretien, pour ceux que ça intéresse, celui de Nicolas Vidal. Je vais faire une petite pause et là, devinez qui est dans ma rue? L'idole des LOLFAF. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. On part très mal. Salut Greg, merci de m'accueillir. On va mal partir, c'est ça que tu on dis va ça mal partir. Faire Là, on référence. va mal partir, effectivement. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu cet excellent papier de Daniel Schneiderman, parce que je ferai référence à ça, est-ce que tu pourrais te présenter, à moins que la présentation de notre ami Daniel, qu'on salue, t'es convaincu? Ça m'a bouleversé, ça m'a touché, ça m'a touché. Quand on lit ça, est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est en colère? Je comprends pas. Puis alors, si tu veux, enfin, je préfère encore quand avec ses amis de Libé ou autres, ils me traitent de facho, alors que je n'ai jamais pris la moindre position politique, mais c'est pas grave. C'est vrai que l'OLFAF, c'est un peu non-binaire quand même. Non, ouais, voilà, c'est ça. Nazi au moins. Ça pèse un peu plus. Mais l'OLFAF, j'ai l'impression d'être dans un mauvais manga bizarre. Je refuse cette appellation. Tu refuses? Je refuse. Alors, l'ouvreur de CRS, est-ce que ça te va mieux? On avance, on tape pas, on lève les mains. Mais en vrai, de vrai, ce que les gens doivent comprendre, c'est que, moi, je respecte les forces de l'ordre. Avec les CRS, en plus, alors on va pas s'étendre pour que personne n'ait d'ennui, mais on a eu d'excellents rapports. J'ai d'excellents rapports avec les gendarmes et les policiers. Voilà, même si ça fait pas plaisir quand ils sont en face de toi, sans ordre, il y a pas de pays. Donc tant qu'on n'a pas de solution pour se passer de force de l'ordre, voilà, ça évite quand même qu'on se règle à la hache entre nous. Donc non, il y a pas eu de... On a poussé, mais c'était plus du rugby que la guerre. Enfin, on s'est pas tabassé. Oui, parce que t'es costaud, mais au bout d'un moment, un bout portant, un coup de matraque ou un flashball, ça reste quand même un coup de matraque. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Voilà. Puis même, on n'a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu d'insultes entre nous. Nous, celui après qui on en avait, je suis pas sûr qu'ils le portent beaucoup dans leur cœur, quoi. En fait, tu penses tout simplement, comme Usul, qu'on peut débloquer la démocratie à coups de poing.
Oh putain, c'est ma fête aujourd'hui. Tu me fais bosser 2 heures de plus aujourd'hui, tu vas prendre. Bah Usul, parlons-en. Hein. Usul, dans mon dossier, quand je l'ai contacté pour qu'il m'aide, parce que j'ai quand même essayé pendant des années d'être médiatisé par toute la presse de gauche, il m'a dit, hein, je suis pas journaliste, écrit à Mediapart, alors que j'avais payé un abonnement sur son Twitch pour qu'il lise mon commentaire. Ça c'est une dépense qui est toujours là aujourd'hui. Ouais, non, Usul, non. Ça, c'est après les lolfaf, Usul, on part très très mal, Greg. Ouais, bon, alors on va partir des choses plus simples, plus saines. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, je m'appelle Pierre-Guillaume Mercadal, je suis paysan, je suis éleveur de cochons dans le sud-ouest de la France, à Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, en bio, dans les bois. Donc ça avait l'air sympa sur le papier. Et puis je me suis installé à côté d'un Britannique très puissant, dirons-nous, extrêmement fortuné, avec par exemple sa fille, qui est mariée à l'ex de Kate Middleton, un baron anglais multimillionnaire, enfin tu vois, bref, on fait court. Et en fait, ce monsieur avait privatisé le chemin communal qui permettait d'aller chez moi, et m'a menti avec l'appui absolu du maire de mon village, me faisant m'endetter et faire 30 000 € de travaux sur un chemin qui lui appartenait à lui, avec lui qui avait fait mur, portail, colonne sur un chemin communal goudronné, sans permis, en totale décontraction. Donc on va essayer d'être synthétique. Quand je me suis rendu compte de la plaisanterie, j'ai fait des procès. J'ai gagné au tribunal, je lui ai fait enlever son portail. Là, le maire de ma commune est allé en cassation aux frais de la commune pour faire remettre un portail privé sur un chemin communal, ce qui est quand même cocasse. Quand tu as porté plainte contre le maire? Quand j'ai porté plainte contre l'anglais. Contre l'anglais, ok. Contre l'anglais pour le portail et la mairie, puisque la mairie ne voulait pas faire enlever le portail. On peut donner son nom à l'anglais, peut-être? Monsieur Sinclair, voilà. Mais avec qui je précise que maintenant il y a la paix, même si, bon, on va parler un petit peu du litige. Mais donc, en vrai, pour faire court, il s'est fait jeter par la cassation, le maire. Donc, il a publié un arrêté autorisant uniquement l'anglais à emprunter le chemin communal et me forçant, moi, à passer par une voie privée appartenant à l'anglais. Tout ça a été étayé, hein. On a tous les documents qu'il faut. D'ailleurs, je précise que après des dizaines de vidéos, j'ai jamais été poursuivi en diffamation, ce qui est quand même étonnant. On me poursuit pour harcèlement pour des termes concernant le maire comme coquin et petit polisson et fouine. On n'est pas sur du, tu vois, on va éviter de t'enlever la monétisation. Mais voilà. Voilà. On a saisi l'idée. Mais voilà, c'est vraiment ça les 3 termes, hein, pour le coup, hein, vraiment, un petit coquin, polisson et la fouine. Donc on me poursuit donc par rapport à ça. Bon. Ce monsieur, donc, je fais casser l'arrêté municipal. Il republie un arrêté municipal interdisant à tout le monde de passer sur le chemin. Il met une chaîne avec, genre chaîne de moto avec des gros cadenas. J'ai fait constater par huissier, tellement ils sont fins, que l'anglais avait les clés du cadenas. Donc là, non mais ouais, tu vois, non mais c'est... Là, on a eu une sous-préfète extrêmement courageuse. Non, pour le coup, vraiment fantastique, que je salue, qui maintenant n'est plus dans la fonction publique. J'espère ne pas lui faire de tort, mais c'est la fonctionnaire la plus courageuse que j'ai croisée de ma vie. Si aujourd'hui je suis encore là, je le lui dois en partie. Donc elle s'appelle Sarah Gobadi et elle a eu un courage absolument hors du commun. Donc elle, à ce moment-là, en gros, elle a expliqué au maire que si, parce qu'il y a eu des très grosses magouilles sur notre commune, que si ça s'arrêtait pas, elle saisissait la Cour des comptes. Donc là, ça fait peur à un maire, ça? Ben là, ça s'est arrêté. Pendant un an, c'était tranquille. Ouais. Et puis après, elle est partie. Ah ouais. Et depuis, la préfecture ne répond plus. Vraiment, littéralement. C'est-à-dire que moi, mon avocat, on envoie des lettres recommandées au préfet, au sous-préfet, on ne répond pas. Je vais voir le préfet, il me dit qu'il veut pas me parler, de lui envoyer des courriers. D'ailleurs, tu t'étais enregistré? Oui, alors avec le préfet, je me suis pas enregistré. Avec le maire, tu t'es enregistré. Avec le maire me fait de tout, me harcèle. Enfin, ma vie est quand même un enfer à cause de ce monsieur. On va aller dans les grandes lignes. Si ça intéresse les gens, mon dossier, c'est pas les vidéos qui manquent, notamment celle avec Papacito qui m'a littéralement, pour le coup, sauvé la vie, factuellement. Même si elle t'a valu pas mal d'emmerdes. Moi, c'est lui qui a des emmerdes, parce qu'il a tout assumé seul en tant que directeur de la publication, on va dire. Mais moi, j'ai des emmerdes pour les vidéos que je fais moi, parce qu'en fait, toutes les émissions que je fais, je ne suis pas poursuivi pour tout ce que je dis, ou ils me poursuivent que pour ce que je publie moi tout seul sur mon Instagram, parce que le but, c'est de me faire sauter les réseaux pour m'invisibiliser. Bien sûr. Parce que donc j'ai quand même eu droit à un commando armé qui est venu chez moi pour s'occuper de moi. Un commando armé? Ah oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire... Dans la première vidéo avec Papacito, le leader du commando a témoigné à visage découvert. Il parle des 40 plaques. Enfin, 40 plaques, je vais pas t'expliquer que c'est pas pour trier les lentilles. Hein. Maintenant, si tu veux, j'ai vécu un petit peu à droite à gauche. J'ai fait beaucoup de pays. Hein. J'étais au Liban, la Syrie, l'Irak, dans des affaires. L'Albanie, le Monténégro... la Croatie, j'en ai fait le Kosovo. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà comment ça s'est passé? Alors voilà, par différentes personnes intervenantes,
On est venu me trouver pour trouver une personne qui faisait du mal à une vieille dame qui était sous chimio, qui était stressée par cette personne qui lui pourrissait la vie. En fait, on t'a expliqué qu'il fallait que tu ailles voir un mec qui pourrissait la vie d'une dame qui avait une chimio. C'est ça. Tout à fait. Et dans ces mots, c'est expéditif pour moi. Tu vois, je veux dire, quand on me dit des choses comme ça me prend à cœur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver cette personne. On me demande des choses, de faire du mal, de faire du bien, mais là, c'était pas du bien. Hein, et je trouvais ça honorable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la situation sur place avant quoi que ce soit. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort dans les PV de gendarmerie, dans les dépositions de gendarmerie. Tu te rends donc avec un acolyte. Donc le PV mentionne que l'un de vous deux est armé et vous allez trouver cette personne pour mettre fin à ce harcèlement dont on t'a parlé. Et là, tu rencontres un paysan, éleveur de cochons. Tu trouves un décalage, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand j'arrive sur place, je veux savoir ce qui se passe. Je veux avoir les tenants, les aboutissants. Après, rien ne m'arrête, hein, tant que c'est honorable. Je vais voir cette personne et là, je lui expose ce qu'on m'a dit. Et là, je vois qu'il y a un décalage complet avec la réalité. Et là, je vois qu'en fait, des gens avec de l'argent sont là pour payer, pour se débarrasser de quelqu'un qui en fait est quelqu'un de très bien. Alors, la situation a fait, j'ai fait venir les gens qui m'avaient payé. Et là, je me rends compte qu'en fait, on essaye d'abuser de cette personne, qu'en fait, il harcelait personne. On voulait le faire dégager, c'est tout ce qu'on voulait. Là, il n'y avait pas d'honneur. Là, on voulait lui faire du mal. Hein. Et par contre, le commanditaire, que lui vient armé dans sa voiture, et je dis, pourquoi tu prends une arme? Hein, un 357 Magnum. J'ai fait, qu'est-ce que tu prends une arme? Donc, tu te rends compte qu'en fait, alors, je rappelle que juridiquement, tu es obligé de te couvrir et que tu peux pas utiliser tous les termes qu'il faudrait utiliser. Tu es obligé d'agir avec précaution. Au moment où tu viens confronter ce paysan et que tu te rends compte que c'est un honnête travailleur qui a une exploitation agricole, quand tu te retournes vers les commanditaires, ils te disent quoi eux, par rapport à ça? Puisqu'ils t'avaient envoyé en fait faire une certaine chose, tu reviens, tu n'as pas fait cette chose. Comment ils le reçoivent ça? Ce que j'ai fait, écoute-moi. J'ai téléphoné au commanditaire. Il était dans sa voiture plus loin. J'ai fait venir son frère, qui travaillait pour le lord anglais, justement, où il y avait le problème. Et je les ai tous confrontés. Parce que je voulais savoir, on me fait pas venir comme ça pour une cause qui est pas noble. Je les confonds tous. Et là, je vois qu'en fait, ça vient pas d'eux. Ça vient de beaucoup plus haut. Et que ce qu'on me propose comme argent, ça va très loin. Et j'aime bien comprendre les choses. Si tu avais pris de l'argent, combien tu aurais pris pour quelque chose de ce type? Alors, pour une situation comme celle-là, qui était bien compliquée, et à savoir que derrière, il y avait beaucoup d'argent à se déplacer pour aller voir quelqu'un comme ça, et c'était au moins 40 000 euros. Voilà, donc 2 mecs armés à la maison. J'ai eu droit à 2 fois des gros vols de porcelets. J'ai eu droit récemment à mes animaux massacrés dans des conditions dégueulasses, hein, c'est-à-dire tir dans le ventre, et puis quelques jours après on en a eu un empoisonné. Et actuellement il y a une véritable folie en cours, mais j'attends d'avoir des confirmations avant de parler de ce nouveau dossier, voilà. Toujours concernant mes animaux. Oui, dont tu m'as parlé juste avant, on espère Voilà, que ça va... mais avant, tant que c'est pas vraiment officiel, voilà. Mais c'est en cours. Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre? J'ai vécu, quand t'as un compteur de chantier, que tu fais tes travaux, le maire qui demande qu'on me le coupe, on me coupe le compteur alors que toutes les factures étaient payées. Une semaine avant la trêve hivernale. Donc il joue à expliquer que c'est pas lui. Moi, j'ai même les renseignements qui ont appelé Enedis. Même aux renseignements, ils l'ont dit. J'ai une dizaine de témoins, parce que je rappelais Enedis plein de fois devant des témoins. Si c'est pas lui, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'après, il a refusé de signer pour qu'on me remette l'électricité. Et ça a duré 6 mois, jusqu'à ce qu'une sous-préfète, là aussi courageuse, Madame Platel, ordonne qu'on me remette l'électricité. Et comment t'as fait sans électricité pendant 6 mois? J'ai vécu dans un, tel le dernier des hippies, dans un mobil-home, dans les bois, sans chauffage, sans électricité pendant 6 mois. Mais les bêtes, elles ont fait comment? J'ai dû acheter un poste de clôture solaire. Voilà, au moins ils t'ont converti à l'écologie. Voilà, mais moi, Ah oui, mais tu vois, on peut transformer un LOLFAF en écolo avec un petit peu de détermination. C'est pas compliqué, bordel. C'est vrai, t'es vraiment Vraiment un bel escroc. Et c'est pour ça que je précise que je te suis depuis les débuts et que je suis assez fan de ton humour diabolique. Mais
J'en ai perdu le fil. Oui, si tu veux, je suis quand même. Ton ralliement à Sandrine Rousseau. En bio, oui, tout à fait. Cette brave et merveilleuse Sandrine. Je t'interdis pas de la genrer. Je t'autorise pas à la genrer. Oui, excuse-moi. Et d'ailleurs, t'es dans une émission de gauche ici. Non, mais le Yel, n'est-ce pas déjà quelque part une domination inacceptable des mascus? Ouais. Ça devrait être Élile, logiquement. Enfin, moi là-dessus, je pense que Yel, ça va pas. Mais après, c'est encore autre chose. C'est vrai. C'est à travailler. Si tu veux obtenir un peu de soutien de gauche, t'es mal parti là. Faut dire que tu m'aides pas beaucoup. C'est vrai. Mais après, donc que dire que pour en revenir à tout ça. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu me parles d'écologie, mais je suis quand même en bio, en hyper extensif. Hyper extensif, ça veut dire quoi pour les gens qui sont pas du milieu? C'est-à-dire qu'en gros, moi, mes animaux ont à peu près 1000 mètres carrés par animal. Un cochon rose en bâtiment, il est élevé en 6 mois, et les gros, ils ont 2 mètres carrés par animal. Moi, il y en a 1000 et je les élève 2 ans. Donc, si tu veux, je pense qu'en termes de bien-être animal, on est quand même pas mal. Tu vois, je dis pas ça pour jeter la pierre, mais je pense qu'on est pas mal. On n'est pas chez Maître Coq, quoi. Voilà, on n'est pas chez Maître Coq. On n'a rien à voir, rien contre Maître Coq, hein. Mais non, bref. Encore l'industrie. Enfin bon, c'est encore un autre vaste sujet. Si, on a contre l'industrie agroalimentaire, on va pas dire non. Un peu ouais, bref. Donc voilà, en gros, un petit peu ce que j'ai vécu. Alors bon, j'ai oublié plein de choses, mais le but n'est pas de Qu'est-ce que tu conseillerais comme lien aux gens qui veulent se documenter plus sur l'affaire, les 2 vidéos qu'on a fait avec Papacito, qui sont retrouvables, elles ont été réupload sur YouTube, sinon elles sont sur Odyssée. Et après, les vidéos qu'on trouve sur ma chaîne, La Ferme des Cochons Laineux, voilà, ou L'Arche de Montjoie sur YouTube, mais La Ferme des Cochons Laineux sur Instagram, où il y a tout, et où les gens peuvent se faire leur avis. Et donc après, le fond du problème dans cette histoire, c'est que donc on a un maire. Alors je vais devoir expliquer encore un petit quelque chose, mais pourquoi explique. Pourquoi ces liens en fait? Pourquoi toute cette histoire est aussi lunaire et pourquoi il y a aucun le droit est bafoué au dernier degré? Parce que donc le maire est peintre. Donc moi je pense, après je spécule, mais j'ai du mal à comprendre son positionnement directement ultra en faveur de l'anglais, d'avoir jamais voulu que les gens s'arrangent. Même les maires des communes avoisinantes me disent qu'ils comprennent pas et qu'ils auraient jamais géré ça comme ça, qu'ils auraient fait appliquer la loi et dit entendez-vous et on voit. Et puis surtout ils auraient fait faire les travaux à l'anglais parce qu'en fait lui privatise un chemin communal goudronné et laisse une trace impraticable à la place où j'ai fait 30 000 € de travaux et qui est toujours impraticable pour les gros véhicules et où tu changes tes pneus tous les 3 ou 4 mois quand tu vis chez moi, tu vois, c'est un bonheur. Donc le pourquoi du comment, en fait on a eu un certain Jean-Michel Baillet que je salue affectueusement, qui pour éviter le cumul des mandats était conseiller municipal fantôme dans notre village. Ça lui permettait de garder la communauté de communes, de garder la tête du conseil départemental, de rester sénateur et d'être secrétaire d'État. Secrétaire d'État sous François Hollande, parce qu'il a été 3 ou 4 fois secrétaire d'État et ministre, et sous Mitterrand et sous Hollande. Il a été sénateur, il a été député, sa mairie, sa famille la tient depuis plus de 100 ans. Son père, sa mère, puis lui ont tenu le conseil départemental de chez nous pendant 70 ans. Premier patron de presse régionale de France, une des plus grandes fortunes de France. Très fier de son parcours maçonnique. Bon, voilà. Des bons notables de province à l'ancienne. Oui, oui, là c'est le moins qu'on puisse dire. Puis bon, après on va pas parler, mais si un peu quand même du passé de sa famille. J'invite les gens que ça intéresse à se renseigner sur René Bousquet. René Bousquet, grand monsieur. Non, je déconne. Non, non. Enfin moi en tout cas non. Là pour le coup, je te lâche sur ce coup-là. Mais non. Enfin la dépêche, c'est le journal de la collaboration, interdit en 44, réautorisé 3 ans après avec un nouveau nom. Toujours anti-gaulliste et anti-communiste, donc tu vois ce qui reste. Ouais. Voilà. Et puis après, quand t'as René Bousquet à la tête de ton journal pendant plus de 10 ans, qui était juste le chef de la police de Vichy, qui a organisé la rafle du Veldiv et la rafle de Marseille, tu pèses. Tu vois. Et puis le mec, en plus, c'est ton beau papa, tu vois. C'est bizarre parce que Daniel Schneiderman, dans son article, ne mentionne pas ça. Il c'est toi le nazi. Alors oui, que lui, il a dit un citoyen. Oui. Un citoyen. Oui. Toi, non, par contre. Moi, non. Moi, je suis un animal. T'es un animal. Déjà, en fait, avec les cochons, je crois. Mais en fait, si tu veux, c'est pas ça. C'est que j'élève des cochons et je suis grand et costaud. Donc, ça fait forcément de moi un islamophobe qui prend une brute, un islamophobe et un nazi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Après, si tu veux, j'ai quand même passé 3 ans
Dans mon département, maintenant, je suis avec la coordination rurale pour des raisons de courage politique qu'ils ont, etc. Et du fait que je les ai rejoints pour leurs valeurs. Mais j'ai passé 3 ans à la tête de la confédération paysanne de mon département, ce qui est quand même pas très connu pour être à droite. Et à ce moment-là, Monsieur Bailey et ses amis expliquaient que j'étais un anarcho-communiste, hein. Voilà. Mais maintenant que... Tu t'en sors jamais. Bah, vu qu'en fait, si tu veux, la presse de gauche... Et pourquoi tu rejoins pas les courants centristes qui soutiennent les agriculteurs? Putain, t'as un humour, mec. S'il n'existe pas. Ah ouais, il n'existe pas. Ça, on pourra en parler après d'eux, si tu veux. Mais donc, si tu veux, j'ai essayé de me faire médiatiser par toute la presse de gauche, avec des journalistes parfois hyper courageux, mais les rédactions n'ont pas voulu. Donc, avec des professeurs du Canard enchaîné, avec une journaliste primée par Anticor, ce qui est quand même stylé, il faut quand même le dire. Marianne, Mediapart en ont pas voulu, parce que Monsieur Bailey, c'est quand même embêtant. Et donc, c'est Hugo, qui était un ami proche, qui a le eu vrai prénom de Papacito. Papacito, qui a eu les couilles de se mouiller et de mettre en lumière mon dossier, qui m'a sauvé la vie. Et à partir de là, je suis devenu un nazi, tu vois. Parce qu'en plus, Hugo est hyper racialiste. Enfin, c'est quand même très très connu. Hugo est forcément un nazi. Enfin, on est dans un monde où de toute façon, on est tous des nazis. Nous, on le vit au niveau agricole, là, actuellement. Voilà, vu que les 2 syndicats majoritaires, la base est très bien, mais au niveau national, ils sont tenus par à chaque fois. des immenses ordures, et que le seul syndicat, pour le moment, qui pèse, qui soit dans les actions, et où il n'y ait pas de, comment dirais-je, de corruption encore, et où les mecs soient droits avec leur base, c'est actuellement la coordination rurale. Du coup, on est tous des méchants nazis d'extrême droite. Et quand, au salon de l'agriculture, samedi, pendant qu'on manifestait, on s'est mis à gueuler « On est chez nous ». Élément assez marrant. La porte-parole du gouvernement a dit qu'on avait dit « On est chez nous » et que c'était la phrase du Rassemblement National. Donc apparemment, il y a un copyright, on nous avait pas dit. Et alors qu'en fait, si tu veux, des paysans qui disent « On est chez nous » au salon de l'agriculture, mais quel est le rapport avec l'extrême droite? Enfin, mais prends un cachet, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? C'est le salon qui est chez vous, en fait. Et puis si tu veux, on est dans un truc où quand même Macron a osé, enfin il nous a fait un truc, enfin il fallait le vivre pour le réaliser. Nous on est rentré de force parce que en fait il est venu à 7h ou 7h30 du matin pour faire le truc à l'anglaise, tu vois, et se barrer et dire je fais le salon, c'était merveilleux. Nous quand on a su ça, on voulait quand même essayer de discuter un peu avec lui, hein. Donc il y avait 7 compagnies de CRS. Je sais pas si tu imagines ce que ça a coûté financièrement. Enfin, il y avait 7 compagnies, plus des gendarmes mobiles. Enfin, c'était incroyable. Plus les baqueux. Plus les chevaux. Plus les chevaux. Non, c'était... moi, j'avais jamais vu ça. Personne n'avait jamais vu ça à un salon de l'agriculture. Et en fait, c'était salon de l'agriculture Potemkin, tu vois. C'est-à-dire que nous, vu qu'on est rentré de force, alors ils ont dit une centaine. Mais putain, c'est marrant, enfin, les chiffres. On était des centaines, parce que tu avais déjà un premier groupe le matin qui avait forcé vers 7h. Nous, on a forcé à 8h30. Donc, on était un paquet. À être pas très content. Et donc, nous, on était dedans. Donc, il a mis une mer de CRS devant nous pour nous bloquer. Et lui, en fait, donc, qui était dans sa tour d'ivoire pendant des heures, qui savait pas trop comment goupiller le truc... Quand il est descendu, et puis le matin, on a essayé de forcer un peu les cordons pour se faire entendre, en fait, pour qu'il nous parle. Parce que nous, il est jamais venu nous voir. Il a dit qu'il avait fait face aux paysans, mais quel immense menteur. Il est jamais venu nous voir. Et après, donc, il a privatisé le hall avec les animaux, tu vois, le truc où tu vas amener tes gamins, jusqu'à entre 15 et 16 heures. Donc les gens qui ont payé leur ticket à 16 balles, ils étaient fous. Le public, tous les visiteurs étaient avec nous, mais à fond. Ils étaient fous, les gens. Et après, le hall 4, qui abrite beaucoup, par exemple, d'OPA, c'est les organismes paragricoles, les syndicats, tout ça. Et bien après, il est allé s'enfermer là. Celui-là, il l'avait déjà sécurisé avant, et il était tout seul. Il y avait les exposants. Enfin, les gens qui tenaient les stands. Mais c'est tout. Entièrement fermé. Et il a passé 4 heures là à faire semblant d'aller au contact des paysans. C'est une grosse mise en scène, quoi. Mais colossal. Mais il y a des journalistes qui ont sorti des trucs quand même. Il y en a quelques-uns qui ont eu des couilles, il faut quand même le dire. La patronne du Point, enfin la rédactrice en chef, je crois, sur les réseaux Au nom du goût, a fait une super vidéo. Enfin, tous les couloirs étaient vides. Nous, t'avais le coin où les CRS nous tenaient. Le reste du salon était vide. Les couloirs étaient vides. Il était tout seul. Il a essayé de faire un coup de com' désastreux à des millions d'euros et il s'est permis de dire:
Ça, je pense qu'il n'y a pas un paysan en France qui l'a pas en travers, que le salon de l'agriculture avait été perturbé par des imposteurs. Non mais Kiki, tu fais un salon Potemkin, tu viens avec 7 compagnies de CRS, et nous, on était des paysans de tous les syndicats. Ça a tapé sur la CR parce que justement, nos leaders, ils sont pas achetés. Du coup, ils les contrôlent pas comme son petit chien de la FNSEA, là, Monsieur Rousseau. Et en fait, si tu veux, on avait tous les gars des JA, de la FNSEA, tout le monde. Les JA, jeunes agriculteurs, la FNSEA, la Confédération. Enfin, tous les syndicats étaient là. Tout le monde était unis. On avait les mêmes revendications. On était tous d'accord. Et on est des imposteurs. C'est-à-dire que t'as des paysans comme moi, comme mes amis, celui qui attend à côté et tant d'autres. On a payé de notre poche le trajet, on s'est tapé les bornes, on paie chez nous pour que nos fermes, elles continuent à tourner. On paie l'hôtel, tu vois, c'est des grosses dépenses, il y a personne qui nous remboursera rien. Et on est des imposteurs. Alors que le mec, il nous tue avec des accords de libre-échange qui n'ont absolument aucun sens, à part pour le Avril, le groupe de Monsieur Rousseau. Et comment ça ? C'est-à-dire que le président de la FNSEA, qui est donc dans le groupe Avril, se gave directement sur les produits qu'on ramène de l'étranger, qui sont produits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qui nous a imposé à nous ici. Et ben lui, il fait de l'argent là-dessus directement. Parce qu'il a par exemple des terres en Nouvelle-Zélande, il se régale. Ah oui, il se régale. Alors, sur lui, il y aurait un sujet à faire, quelque chose de pas piquer des hannetons, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est... Et tu parles voilà ce qu'on vit. Tu parles des normes absurdes, tu parles de comment Macron vous enterre. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent oui mais ça a toujours été comme ça? T'as senti que la situation a empiré sous Macron pour les agriculteurs, j'entends. Très largement. Mais enfin au niveau du libre-échange, ça c'est continuel. Au niveau de l'Ukraine, alors, je veux bien, on est hyper sympa en France, mais là on vient de leur filer 13 milliards, tout le monde dit 3, non c'est 13, parce qu'on en a mis 10 dans le volet de 50 milliards que file l'Europe, vu qu'on contribue à 20%, et 3 juste parce qu'on est la France, qu'on est sympa. Et lui après il veut filer 200 millions aux agriculteurs. Le ridicule est fou. Et en même temps il nous fait rentrer les produits ukrainiens, alors produits ukrainiens qui, outre le fait d'être produits dans des conditions absolument scandaleuses, enfin le poulet ukrainien, mec, si tu veux vomir, va voir comment c'est produit, et de nous ramener des céréales d'Ukraine, pareil, qui sont soumises à rien au niveau environnemental et autres, les coûts de main-d'œuvre, tout ça, enfin, je te fais pas un dessin. Yuri Kosyuk, MHP, le roi du poulet en Ukraine. Fondateur et PDG de MHP, la plus grande entreprise agroalimentaire de l'Ukraine, une multinationale enregistrée à Chypre qui alimente la planète. C'est d'ailleurs en Arabie Saoudite que nous avons joint son directeur exécutif, John Rich. Every single cent that we earn, in one way or another, ends back in Ukraine to help and support the Ukrainian economy. La France, dit-il, est le pays d'Europe qui importe le moins de poulet directement de l'Ukraine. C'est vrai, sauf que cela n'empêche pas le poulet ukrainien importé par d'autres pays européens d'atterrir dans l'assiette des Français sous forme de croquettes ou de cordons bleus, car il suffit que la viande soit transformée en Europe pour être estampillée UE. Aujourd'hui, le poulet ukrainien, il est en Europe comme si c'était un poulet européen. Mais les producteurs ukrainiens, eux, n'ont pas à respecter les mêmes règles que lui. Ils n'ont pas de droit de douane non plus. Au nom de la solidarité, la porte de l'Europe leur est grande ouverte. Le poulet ukrainien arrive à 3 € le kilo en France. Moi, le mien, il coûte 7 €. Résultat, le volume de poulet ukrainien exporté en Europe a plus que doublé en 2 ans. Dans le temps de l'urgence, c'est du dumping, disent les fermiers qui réclament des quotas sur les importations. Moi, j'ai rien contre les Ukrainiens, qu'on s'entende bien. Je veux bien qu'on les aide. Mais on va quand même pas détruire notre pays pour faire un soutien à l'Ukraine, alors que bon, on est quand même pas tout blanc dans cette histoire. Hein. S'il y a ce conflit là-bas, je pense que quand même l'Europe et les États-Unis ont une petite part de responsabilité. Tu vois, je dédouane pas Poutine. Même si tes émissions avec Kuzmanovic étaient fabuleuses. Franchement, bravo. Je les ai payées. La première était incroyable. Mais sans attaquer en rien les Ukrainiens ou autres, mais on peut pas nous expliquer que Kennedy c'était le retour du Christ pour la crise des missiles de Cuba et que Poutine c'est Gargamel parce que il veut pas que l'OTAN mette des bases en Ukraine. Enfin, soyons cohérents, on met tout le monde à la même enseigne, sinon ça marche pas. Et on rappelle aux gens qui nous accuseraient d'avoir des positions sur ce conflit fasciste ou d'extrême droite que nous sommes des soutiens et que nous soutenons l'Ukraine d'ailleurs. On va le montrer, voilà, on a des soutiens ukrainiens, on soutient la paix, la démocratie et la liberté.
Voilà, donc je vais aller en prison après cette émission. Je te remercie beaucoup, Greg. Mais non, mais j'adore ton humour, tu le sais. Moi, j'assume tout. Voilà, c'est de l'humour, mais ça montre une certaine Ukraine aussi. Mais c'est de l'humour. Mais moi, après, je suis même pas à être anti-ukrainien ou pro-russe. Bien sûr, on a assez de luttes à mener chez nous, tu vois. Moi, je peux ouvrir ma gueule. Je vais y changer quoi au conflit ukrainien? On n'arrive déjà pas, pour le moment encore, à faire bouger Macron sur nos problèmes agricoles. Alors avant qu'on fasse bouger Poutine, on peut se lever de bonne heure, je crois. Et toi, parmi les politiciens actuels, qui peuvent être candidats à des élections, tu vois qu'il y a une absence de considération généralisée, ou il y en a quelques-uns pour toi qui ont proposé des choses intéressantes, qui peuvent sortir du lot? Alors, qui ont proposé des choses intéressantes, je dois t'avouer que je connais pas les programmes de tous ou leurs solutions à tous, parce que nous, en fait, les solutions, on les donne. Hein. Mais vous les avez, quoi. Factuellement, c'est pas compliqué. C'est à peu près tout ce que propose pas le gouvernement. Mais bon. Au niveau des solutions, nous, ce qu'on propose, c'est simple. Hein, c'est la fin du libre-échange. Alors, on n'est pas les accords de libre-échange, parce qu'on n'est pas contre le fait que l'on importe des produits agricoles. Ce qu'on produit pas, ou si on a une année où on est mauvais sur tel ou tel produit, il est tout à fait logique que, parce qu'on a eu des problèmes climatiques ou autres, qu'on va pas manquer, je sais pas, si on n'a pas de blé l'année prochaine, il est logique qu'on en achète, ça c'est pas le problème. Mais nous, on veut une concurrence loyale. C'est-à-dire qu'être mis en concurrence avec des pays qui ont à peu près les mêmes salaires, à peu près les mêmes normes environnementales, voilà, qu'on travaille, qu'il y a un pied d'égalité. On peut pas nous imposer. Nous, en plus, le problème, c'est pas de bien travailler. Hein. Par exemple, à la CR, la présidente est en bio, tu vois. Enfin, moi, je suis en bio. On n'est pas des... Bref, le problème n'est pas les normes. Le problème, c'est qu'on ne nous paie pas nos produits à un prix auquel on peut en vivre, en fait, pour tous ceux qui sont pas directement en vente directe. Et ça, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de limiter les marges de la grande distribution. C'est de limiter ou arrêter complètement certains accords de libre-échange pour ce qui est des denrées agricoles. Ou alors de créer une exception agriculturelle française. On le fait pour la culture. Voilà, ce qui pourrait être une grande solution. Ça, voilà, c'est nos demandes toutes simples depuis le début. Après, il y en a d'autres, des demandes. Le soutien de la population par rapport à votre mouvement, tu trouves qu'il est à la hauteur? Vous avez l'impression d'être seul dans ce combat ou... Non, on a quand même beaucoup de considération et de soutien de la population, mais c'est essentiel en fait, parce que la population... Si nous, on disparaît, tant pis pour nous. Mais en fait, tous les Français derrière, il n'y a plus de souveraineté alimentaire. Donc, on va aborder encore un autre sujet particulièrement d'extrême droite. Mais tu te souviens qu'il y a eu le Covid. Oui. Tu te souviens qu'en Europe, il y a des pays qui se sont détournés des avions entre eux pour des masques. D'après toi, Greg, si demain on a faim, est-ce que tu penses qu'il y aura une solidarité comme avec l'Ukraine et où on dira non, on va tous perdre de la population et on va tous partager tout ce qu'on a? Absolument pas. On va devoir tapiner pour les pays qui nous nourrissent. Comme on fait tapiner les pays qu'on nourrit, hein, d'ailleurs. Hein, c'est horrible, mais c'est ça la réalité du monde à l'heure actuelle. Et les aides Oui. Les aides, par exemple, de la PAC, de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu fais partie de ceux qui le critiquent, parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas. On a eu Macron, là, au Salon de l'Agriculture, qui nous a dit cette merveilleuse phrase. J'aimerais avoir ton avis dessus. Sans Europe, il n'y a pas d'agriculture française. Oui. Merci, Manu. Merci. J'ai un doute. Je suis pris d'un doute. Est-ce que nos ancêtres mangeaient? Je sais pas. Je vérifie. Après, il faut vérifier, tu vois, parce que c'est peut-être du complot. Ça peut être de la fake news aussi. Peut-être fake news. Avant, ils mangeaient pas. C'est comment? C'est les praniques, là, qui se nourrissent avec le soleil? C'est ça. C'était les voilà, praniques. peut-être que nos ancêtres étaient praniques. Peut-être. Après, il y a des peintures rupestres, des trucs, j'ai des doutes. Tu vois, j'ai des gros doutes. Tant que j'aurais pas une vidéo de l'époque, moi, j'y croirais pas. Moi, je suis vigilant. Je te rejoins, il faut être vigilant, attention. Vigilant. Et puis, il faut qu'elle soit fact-checkée. Oui, ça pourrait être des faux, hein. On sait pas. On sait pas. Avec les deepfakes. Enfin, bref. Non, écoute, il est intéressant. Au niveau de la PAC, la PAC, c'est ce qui permet en fait aux supermarchés de saigner les agriculteurs et que les agriculteurs ne se suicident pas. Tu vois, c'est ce qui permet d'avoir des produits à prix constant en jetant un peu d'argent aux agriculteurs. Comme ça, ils vendent à perte. Mais avec la PAC, ils vivent pas, mais ils survivent. Tu vois, et pas tous. Et puis après, après ça finit en suicide parce qu'on nous dit qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, qui réussit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un mort tous les 2 jours. C'est pas... c'est horrible, hein. C'est ça, en fait, dont le président se fout complètement et qui est horrible et qui ose traiter d'imposteur, c'est que les gens, ils se bougent parce qu'ils se suicident, parce qu'ils sont en train de tout perdre. Et à côté de ça, t'as le fait que la souveraineté alimentaire de ce pays, c'est juste fondamental. Nous, l'Union européenne, leurs aides,
Comment te dire? Déjà, le problème de la PAC. Le premier problème de la PAC, c'est quoi? C'est qu'on verse, alors on donne différents chiffres, mais spécifiquement pour la PAC, on verse 13 milliards par an. Il y en a 9 ou 9,5 qui reviennent en France. Alors déjà, ça, à quel moment est-ce que c'est logique? Je sais pas. Moi, j'ai pas compris. C'est peut-être moi qui suis con. Mais C'est logique dans le cadre d'une politique d'uniformisation européenne. Oui. Ou après, on fait rentrer les produits de... Voilà. Non, mais c'est bien. Ou ceux qui s'en sortent le mieux donnent à ceux qui s'en sortent le moins. Toi, tu roules sur l'or, tu peux quand même lâcher un centime. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, vu comme ça. Alors, tu vois, mon information, je ne maîtrise pas l'évolution de cette information depuis le Brexit. Mais au moins jusqu'au Brexit, je l'affirme à 100%. Maintenant, il faudrait vérifier. Le premier percepteur de PAC en Europe, c'était le roi d'Angleterre. Et le numéro 2, je crois que c'était le prince Albert de Monaco. Donc, si tu veux, c'est vrai que je suis quand même vachement plus riche qu'eux. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une arnaque à ce niveau-là. C'est que, en fait, c'est ce que nous expliquait le camarade avec lequel tu es venu, c'est qu'en fait, les aides ne sont pas en fonction du chiffre d'affaires, mais de la taille de l'exploitation. Oui, et encore, et lié donc aussi à ce que tu produis. C'est-à-dire que c'est aussi lié, tu vas avoir des aides aussi en fonction du type de production que tu vas avoir. Mais à aucun moment, le fait que tu sois dans la merde, c'est-à-dire on s'en fout. L'état de tes finances justifie le montant de l'aide. C'est le principe d'une aide. Oui, c'est que ça dépend de combien de thunes t'as. Non, mais tu dis ça parce que tu es de droite. Oui. Voilà, je pense. C'est la seule explication que je trouve. Oui. C'est-à-dire que c'est de droite de dire que les gens qui devraient toucher des aides, c'est les pauvres. Oui. Ah, d'accord. Enfin, c'est vrai. Enfin, de toute façon, tout ce qui est en désaccord avec notre président, c'est d'extrême droite. Enfin, c'est évident. Vrai. C'est évident. Et mais tu vois d'ailleurs, par rapport aux accusations d'extrême droite, aujourd'hui, par exemple, à la coordination rurale, on a reçu des gens de tous les partis politiques. Tu vois, il y a pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un mec qui ait suffisamment de burnes pour vouloir sauver ce qui reste de notre beau pays et sauver l'agriculture. Nous, sa couleur politique, très sincèrement, c'est pas ça le. Elle est sauvable? Où il y a eu Bien sûr qu'elle est sauvable. Mais t'as énormément de jeunes qui veulent s'installer, mais il faut revoir. Il y a vraiment encore? Oui. Parce que j'aurais pensé, franchement, que les gens. Mais t'en as beaucoup qui en rêvent, mais qui peuvent pas. Parce qu'en fait, on fait pas de politique d'accès au foncier, on permet une spéculation débile sur les terres agricoles. Et en fait, si tu veux, le fond de ce qui se passe en Europe, c'est quoi? C'est quoi le projet, en fait? Parce que tu vas me dire, mais ils sont pas complètement cons, pourquoi ils font ça? Parce que le but, c'est la libéralisation complète de tout. Et en fait, si nous, on disparaît, on va pas arrêter de produire de la bouffe en France. Ah non. Ce qui va se passer, c'est que toutes les zones un peu chiantes, tu vois, les costes, les machins, il y aura plus de paysans, donc ça va devenir des friches. Et toutes les bonnes terres arables de plaine... Arables. Oui. Non, en fait. De plaine, alluvionnaires, etc. Toutes ces terres-là, ça va rentrer dans le giron des multinationales, en fait. De gros groupes, comme c'est déjà le cas dans plein d'endroits, notamment le vignoble bordelais et plein d'endroits. Et ça, en fait, ça va être juste le fait, comme je te disais, de la fin de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que tout ce que tu trouveras à bouffer, même si c'est produit en France, ça appartiendra à BlackRock ou à je sais pas qui. Donc s'il y a besoin de mettre une pression sur la France, ils sortent pas les tracteurs, ou ils vendent à l'étranger, ou ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et l'étape d'après, ce sera quoi? Ce sera les gars qui avaient en face de nous. C'est-à-dire que ce sera après la sécurité privée. Et le jour où le pays n'a plus de souveraineté alimentaire et qu'au niveau de la sécu, on est sur du privé aussi... Voilà, ça c'est le rêve du grand capital, tu vois. La protéine de synthèse, tout ça, tu vois. Oui, j'emploie des mots comme ça des fois. Fais gaffe, c'est presque de gauche. Ouais, je sais. Mais c'est compliqué, tu sais, c'est compliqué d'être d'extrême droite comme ça. Toujours des fois, j'ai des relents, tu vois. Ouais, t'as envie de donner de l'argent aux pauvres. Mais ouais, des trucs, tu vois, je suis... Dénoncer le capital et le libéralisme. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Ouais. Mais après, je me rappelle, comme je dis, quand même, tu es d'extrême droite, Schneiderman l'a dit. Voilà, heureusement qu'il est là pour te le rappeler. Non, puis lui, moi, il m'a tellement appris, ce monsieur, si tu veux, quand même. L'extrême droite écolo. Oui, voilà, les écolos d'extrême droite qui sont contre le grand capital, tu vois, c'est vraiment, c'est les pires, je pense. Il y a eu Goebbels et après il y a eu nous directement. Directement, ligne droite, direct. D'ailleurs, il y a un truc avec la moustache, faudrait que tu vérifies au niveau des liens de parenté, tout ça, il y a peut-être un truc. Ouais, alors peut-être, faudrait la raccourcir parce que là c'est quand même plus proche de Staline que. Oui, c'est vrai. Pour le coup, décidément, tu fais aucun effort. Non, je fais aucun effort. C'est fou. Et en plus après, je suis catholique, alors si tu veux. Ah ouais. Non, mais là il y a faute grave. C'est grave. Voilà. C'est marrant cette histoire de Schneiderman quand même. Ouais, non, c'est lunaire. Il a vrillé complètement. Mais je pense qu'il a très mal vécu son émission légendaire. En fait, la seule fois de sa vie où il a fait des vues, c'est avec son histoire. Oh, il en faisait dans 2012, 2015, tout ça là. Il y a même une époque où c'était partagé un peu par les milieux dissidents du Schneiderman. Il y avait eu des choses qui étaient. Il a été dissident.
il invitait des profils de gens qui tenaient des propos qu'on voyait pas dans la plupart des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont filé du Doliprane depuis? Non, mais je pense qu'il a pas assumé le truc du demi-libanais parce que la France entière voit qu'il se fout de ce mec et qu'il a la posture du réac et que donc il a fallu demander pardon. Il a fallu faire un truc. J'en sais rien, c'est pas possible parce qu'on voit qu'il y croit, qu'il se fout de sa gueule en mode. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Alors, ça a été difficile. Carrément impossible. Non, mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, bon, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très très blanc aussi. Notre collectif Stop Popping Washing d'ailleurs est mené par. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais. Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Non, mais si tu veux, moi quand je vois, mon combat, après on peut penser ce qu'on veut de moi, on peut penser que je suis le dernier des cons, il y a pas de problème, chacun pense ce qu'il veut. Mais le combat, t'as le droit de bouffer. Mais si tu veux, c'est ça, c'est qu'en fait déjà ça me prive pas j'ai les mêmes devoirs que les autres, mais du coup j'ai les mêmes droits en fait. Et me traiter de facho, gratuitement. Non, t'es pas un facho, t'es un lolfaf. Un lolfaf. Non, ça c'est horrible. Ça j'ai plus de mal. Tu vois, je préférais facho. Hein. Un lolfaf. Merde. C'est parce que t'es marrant. Ah. Voilà. Et faf, c'est parce que t'es faf. D'accord. Mais c'est plus clair. Je te remercie, Greg. C'est beaucoup plus clair. Non, je te jure, il faut un certain mental quand même. Hein. Je te jure que c'est spécial parce que quand je vois la vie de merde que j'ai, à cause, on va employer des mots encore très à droite, mais de l'oligarchie, hein, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vraiment la ligne droite avec l'oligarchie. Et que c'est la gauche qui me tape dessus. Je te jure, je suis à 2 doigts de l'AVC. Enfin, tu peux penser que je suis la dernière des merdes, il n'y a pas de problème. Mais comment, dans le combat que je mène, tu peux expliquer que je suis un fasciste ou que c'est moi le méchant? C'est toujours en 2 étapes. C'est toujours en 2 étapes. Les médias de gauche refusent de te donner la parole. Ouais. Donc, il reste plus que les médias de droite. Donc, tu vas dans les médias de droite et du coup, t'es un fasciste. C'est le truc de l'Arcom. C'est classique. Les invités veulent pas venir. Donc, du coup, il n'y a pas assez d'invités. Donc, du coup, on dit qu'il y a trop d'autres invités. Du coup, avec l'Arcom, est-ce que un peu le serpent s'est pas un peu mordu la queue, là? Parce que comment ils vont faire? Parce que le jour où il y aura un média de gauche à la télé, ce qui n'existe pas, le jour où il y en aura un, ils sont dans la merde. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, une émission comme l'autre, là, avec un qui est encore meilleur que Schneiderman, notre ami Patrick Cohen. Oui. Comment il va faire? Il va inviter des gens de droite, lui? Et des gens de gauche? De la vraie gauche? Il va se démerder. Ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être très compliqué. Enfin, moi, je veux bien aller le voir, hein. Je suis prêt à parler avec lui, hein. Mais je vais trouver ça intéressant. Parce que vraiment, Non, mais qui va faire les catégories politiques? Parce que s'il y a des mecs, ah oui, mais alors lui, il est lolfaf, ça va être compliqué à placer sur les on devrait créer un parti. Ouais, le parti des lolfaf. Les lolfaf. On met un clown avec une petite moustache, une croix gammée. Mais quel sourire! Quel sourire, un nez rouge. Le nez rouge, important. Happy Nazis. Ouais, ça peut être... Oh putain. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie stratégie là-dessus. Une vraie stratégie, un vrai plan de com. Bon, il reste 2 ans jusqu'aux prochaines élections. Ouais. Donc, non, 3, mais je pense que c'est montable. C'est montable. Quand on y réfléchit. Et toi, d'ici là, ça va être quoi pour toi les évolutions pour ton affaire? Mis à part cette nouvelle dont on n'a pas parlé. C'est à la grâce de Dieu. Moi, si tu veux, on m'explique. En fait, donc j'ai un journaliste de La Dépêche que j'appelle affectueusement la détresse du midi, qui me harcèle littéralement, qui fait des articles. Il a qui été, ça Maxime ou Max, enfin on l'appelle Max dans le milieu. La Garrigue, un journaliste vraiment
En termes d'intégrité et tout, enfin, il est au top, hein, si tu veux. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas un prix Nobel, un truc, parce que le mec est vraiment stylé. J'ai un cochon empoisonné, il arrive à expliquer que de sources policières, l'animal est mort d'une balle dans les poumons et que c'est pour ça qu'il a de la mousse blanche dans le nez. Alors déjà, comment quand tu prends une balle, la mousse est blanche? Et comment, si tu prends une balle dans les poumons, la mousse, elle est pas au niveau des poumons, mais elle est dans ton nez. Bon. Et donc, une balle dans les poumons. Et donc, autopsie à l'appui, autopsie faite par la police, il n'y a pas d'impact de balle dans l'animal. Comme je le disais, d'ailleurs. Donc, si tu veux, enfin, et tout est comme ça. Enfin, les articles, là, par exemple, quand j'ai été rencontrer mon ami Jean-Michel Baillet, vu qu'il voulait pas me parler, ça fait 6 ans qu'il me refuse des rendez-vous, il m'avait jamais fait face. J'ai été discuter avec lui sur la place du marché, le monsieur a refusé de me parler de A à Z. Là, ça dure 8 minutes 30. Je suis un peu taquin, mais il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de violence, je ne le touche pas, je ne le menace pas. Tu le rappelles pas qu'il a des petits soucis avec les petits garçons? Fille, j'ai pas dit garçon. Ouais, non, moi je ne diffame pas, monsieur. Ah, c'est vrai. Oui, non, je lui rappelle des choses, mais il n'y a pas d'injure. La justice avait classé, il avait été classé sans suite pour... Ah non, il y avait prescription. Il y a prescription, non, parce qu'il y a des photos. Ah, il y a des témoignages. Il y a des photos. Il y a des témoignages. C'est embêtant. C'est une affaire qui taquine. Et puis bon, condamné pour recel de biens sociaux, avec sa maman condamnée aussi, son ex-femme condamnée aussi. Ex-femme qui est mariée avec qui maintenant? Laurent Fabius. Le nom de famille. Mais ouais. C'est sympa. C'est sympa. Et puis après, les affaires aussi de violence sur les femmes, avec les accords par avocats qui sont ressortis dans la presse, dans BuzzFeed. BuzzFeed a fait du journalisme un jour, je te le dis. C'est vrai? Oui. Merde. C'est les seuls qui ont balancé ça. BuzzFeed... Parce qu'il y avait le côté buzz, hein, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Mais du coup, vraiment qu'il y avait eu un accord, en fait, qu'il avait lâché un lourd chèque à la personne pour qu'elle retire sa plainte. Hein. Plainte, affaire dans laquelle même les flics, les gendarmes en question qui sont intervenus dans l'affaire ont porté plainte contre lui parce qu'il racontait n'importe quoi. Enfin, c'est sans fin. Hein. Jean-Michel Baillet, on peut en parler pendant 2 ans. Et tu dis que le maire, il refuse de te parler. Il a pas le droit légalement. T'es son mais administré. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, mais ils ont le droit de rien. Oui. Au tribunal, on gagne nos procès. Non, mais je te pose la question. Est-ce qu'il est obligé de te recevoir normalement? Non, mais le maire de ma commune, alors il veut pas me voir, mais bon, j'y vais quand même. Maintenant, depuis que j'y suis allé, qu'il a porté plainte pour harcèlement, j'ai plus le droit d'aller à la mairie jusqu'au jugement. J'ai plus le droit d'aller dans la ville de Valence d'Agen, parce qu'il faudrait pas que je voie Jean-Michel Baillet non plus. Parce que moi, je suis pas dans Valence d'Agen, moi, je suis dans un tout petit village, Montjoie. Et du coup, je vous dis, madame, qu'il me donne un rendez-vous. Ça fait 30 fois que je demande des rendez-vous à son secrétariat, il m'en donne pas. Après, comme je vous dis, vous n'en aurez pas. Je suis libre de recevoir qui je veux. Oui, et donc vous êtes libre d'ignorer vos citoyens et dans le même temps de demander à la préfecture de travailler contre moi. C'est intéressant, ça. Et vous voulez vous mettre en victime, monsieur Baillet? Madame, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir... Vous êtes une victime, monsieur Baillet. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame Mais je pense que c'est pas un spectacle, monsieur. Elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais moi, je suis pas un spectacle. Moi, je parle à monsieur Baillet. Avec vous, je suis gentil. Je sais pas le mais temps. Devenez méchante, si vous voulez, ça m'est égal, madame. Mais vous me parlez, ça sert à rien. Appelez les gendarmes. Mais vous, madame, j'ai pas à vous écouter. Appelez-les. D'accord. Appelez-les. Il y a aucun problème. Regardez, monsieur Baillet, il appelle la major. Là, il y a pas de problème. Non, mais non. Mais appelez-les. Mais je vous dis, madame, mais je le touche pas. Non, mais arrêtez de jouer. Je suis pas agressif. Oui, je vous harcèle, monsieur Baillet. Et vos devoirs d'élu, ça vous intéresse, monsieur Baillet? Le devoir d'élu, monsieur Baillet. Marc Cadal qui me persécute sur le marché. Oh, persécute. Monsieur Baillet, persécuté. Ah, c'est plus facile avec les femmes et les petites filles, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. De quel droit? Vous connaissez pas ces dossiers? Moi, je les connais. Mais moi, ça me regarde pas les dossiers. Mais alors, mais je parle à monsieur Baillet, je vous parle pas à vous, madame. Mais vous prenez pour qui? Mais je sais, mais pourquoi vous voulez pas me parler, monsieur Baillet? Mais madame, mais vous prenez pour qui? Vous êtes avocate? Non, je viole pas la loi, donc votre avis ne m'intéresse pas. Arrêtez-moi. Vous violez la loi. Non, je la viole pas. C'est vrai que le viol, ça, vous y connaissez. Ça, j'avoue. Non, je vous injure pas. Eh bien, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, madame. Mais voilà, mais très bien. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Mais c'est vous qui venez là me parler, je sais pas pourquoi. Moi, je parle à monsieur Baillet. Et les gendarmes m'arrêtent. Mais pourquoi vous voulez pas me répondre? Si vous me répondiez, monsieur Baillet, ça ferait 10 minutes que je serais parti. Il y en a pour 30 secondes. Pourquoi vous voulez pas discuter avec moi? Je ne parlerai pas. Ah, d'accord. Et pour quelle raison? Parce que je n'ai pas envie, c'est mon libre arbitre. C'est intéressant, ça. De parler à qui vous voulez. Et donc, vos devoirs d'élu, vraiment, rien à faire, quoi. Ça, c'est traiter tous les citoyens qui dépendent de vous de la même façon. Ah, je suis pas un citoyen, moi? Expliquez-moi, monsieur Baillet. Hein, dites-moi. Oui, mais il les a appelés, ils vont arriver, vous inquiétez pas.
Voilà. Oui, non, c'est sûr. La République est menacée, hein, Donc monsieur maintenant, Bailey. je vous demande. La République est menacée, hein, monsieur Bailey. Oui, madame, je vous ai dit que ça m'intéresse pas. Les gendarmes arrivent. Laissez-les faire leur travail. Mais vous êtes qui pour me dire ça? Mais moi, je fais partie des forces de l'ordre. Mais alors, faites appliquer la loi. Je la viole pas, la loi. Je la connais mieux que vous. Révisez vos textes, madame. Pourquoi vous prenez de me parler comme ça? Mais c'est vous qui êtes qui pour me parler comme ça? Mais c'est vous qui êtes qui pour me demander pourquoi vous êtes comme ça devant monsieur Bailey? C'est les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre. Elle fait son travail vis-à-vis Les seules forces de l'ordre que vous respectez, vous, c'est les forces de l'ordre de la municipalité. Vis-à-vis Mais je suis une municipalité, moi. Qu'est-ce qu'ils ont, les individus comme moi? Qui harcèlent quoi? Un élu corrompu qui a été condamné pour ça? Vous n'avez pas été condamné pour abus et recel de biens sociaux, monsieur Bailey? Il n'y a pas eu 6 mois de tôle et 30 000, 6 mois de tôle avec sursis et 30 000 euros d'amende? C'est quoi ce spectacle que vous faites là? Mais je suis là. Déjà, vous reculez. Vous reculez. Voilà, ben reculez si ça vous fait plaisir. Le spectacle, c'est bon là, c'est bon? Mais madame, c'est vous qui faites le spectacle, qui gueulez, on ne sait pas pourquoi. Moi, je parle à monsieur Bailey. C'est vous qui faites le spectacle. Madame, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais continuez à prendre vos airs là de hautain, parce que moi je vais porter plainte. Mais portez plainte, allez-y, allez-y. Ah non, mais je vais pas me gêner. Mais faites-vous plaisir. Parce que vous prenez pour qui? Mais pour qui? Je demande. Parce que c'est vous. Alors tout à l'heure c'est parce que j'étais costaud, maintenant c'est parce que je suis une femme. Mais je m'en fous en fait. Vous seriez un homme, vous seriez 8, ce serait pareil. Je parle à monsieur Bailey. Donc vous arrêtez. Mais vous avez aucune autorité, madame, sur moi. Mais quoi, j'ai pas d'autorité? Mais non, moi la seule, c'est la loi. Je respecte la loi. Mais faites appliquer la loi au lieu d'être ridicule, madame. Vous la connaissez pas la loi? Oui. Vous connaissez pas la loi. Pourquoi vous êtes là à faire le service d'ordre de ce monsieur? Vous connaissez pas son CV? Je travaille pour la municipalité. Mais je sais bien que vous travaillez pour la municipalité. Vous êtes sa milice. Mais vous croyez que ça m'impressionne la milice à moi? Là, c'est sûr que la famille Bailey avec la milice, c'est une longue tradition. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Vous notez tout ce qu'il dit. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bousquet? C'était pas beau papa? Mon père, il était en déportation. Oh non, c'est pas tout à fait la déportation. Ah non, votre père? Ah non. Votre père, c'était pas ça du tout. C'était un prisonnier politique, ultra bien traité. Ah, vous mentez même sur votre père? Ils arrivent. Monsieur Bailey, enfin, soyez digne. Soyez digne. Et René Bousquet, c'est quoi? Qui a dirigé votre torchon pendant plus de 10 ans? Oui, les injures. Les injures? Quelles injures? Il notait tout ça. Quelles injures? Vous croyez que tout n'est pas noté déjà, monsieur Bailey? Quelles injures? C'est bon. Vous avez fini le spectacle. Mais il n'y a pas de spectacle, je parle à monsieur Bailey. Madame, c'est vous qui vous mêlez, on ne sait pas pourquoi. J'ai violé aucune loi. Je suis là pour protéger. Mais je viole pas la loi, mais je le touche pas. Et vous, le citoyen, ça vous intéresse pas de lui faire respecter ses lois? Mais le harcèlement, quand une répétition, je vous dis. On vous demande d'arrêter. Oh là là, mais vous êtes incroyable. Je lui pose une question, vous me demandez de suite de le laisser. Mais pourquoi je respecte la loi, pas vous? Vous faites appliquer la loi. Mais pourquoi? Mais je lui parle convenablement. Avant, vous me parlez bien là. Mais c'est elle qui m'a. Elle, je l'ai injuriée. Oui. Je l'ai injuriée. De mal lui parler, oui. De mal lui parler? Non, je lui demande de faire appliquer la loi. Elle ne la fait pas appliquer la loi. Elle me dit je suis à la mairie, je suis au service de monsieur Bailey. Ben ça la regarde. Elle vient de dire ben oui. Elle vient de dire ben oui. Oui, mais la loi française, elle la connaît pas, donc c'est intéressant. Du corps de monsieur Bailey. Eh bien alors laissez-nous. Parce que je viole aucune loi. Vous arrêtez maintenant. Mais j'arrête quoi? De parler à monsieur Bailey? Vous êtes juge? Il nous persécute. Oh, persécuté, oui. Vous êtes infernal. Vous êtes infernal. Vous êtes infernal. Oui, madame, oui, c'est bien. Vous m'intéressez. Vous ne respectez pas. Vous êtes infernal. Impoli si vous voulez, injurieux, non? Si. Eh ben, il y a eu quoi comme injure? Mais quelle injure? La façon dont vous avez. Ah, mais la façon et les insultes, c'est pas pareil. Je n'ai insulté personne. Vous pourriez, major, me délivrer de cet individu. Je lui demande juste de daigner me répondre ou de m'octroyer un rendez-vous. Mais c'est mon élu quand même, madame la major. Il ne veut pas vous parler. S'il ne veut pas vous parler, c'est... Et donc, s'il ne veut pas m'accorder de rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour valoir mes droits? Si les élus de la République comme ça, là, ça s'échappe. Écoutez, ils se cachent. Ils se cachent. Mais pour quelle raison? Parce que vous êtes un individu peu recommandable. Venant de vous, c'est un compliment, non? Parce que quelqu'un qui a votre CV... Faire le procès de l'un et de l'autre, s'il ne veut pas vous voir, vous circulez. Point. Sinon, ça va s'envenimer. Ça sert strictement. Très bien. Bon, et n'hésitez pas à aller porter plainte pour les injures qui n'existent pas, monsieur Bailey. Hein? Et voilà, et donc après, il y a aussi ce monsieur Lagarigue, dont tous, ils ont porté plainte pour cyberharcèlement. Sachant qu'ils n'ont rien vécu, personne n'allait les attraper par le col. Ben, en fait, je pense que vous êtes dans le trou du cul de la Terre. Non, je pense que tu reçois plus Il est où le cyber? Tu t'es déplacé. Je pense que tu reçois plus de messages de haine quotidiennement que les trois réunis dans leur vie. Mais en fait, tu choisis de pas être une pleureuse. C'est voilà, c'est ça. Donc, si tu veux cyberharcèlement, ça, l'intitulé, hein, je vais aller au tribunal pour ça. L'intitulé, c'est donc... Le mec, il a pas de télé, il a pas d'ordi, mais il va prendre cyberharcèlement, tu vas voir. Ouais, il va y arriver. C'est vrai que j'ai pas de télé. Mais, donc, si tu veux... excuse-moi, j'ai perdu. Oui, donc, avec le cyberharcèlement, donc ça altère leur état de santé sans ITT.
Aucun n'a d'ITT. Et par exemple, pour Monsieur Bailey... Oui, parce qu'ils sont courageux, qu'ils vont quand même bosser. Monsieur Bailey, il a des troubles du sommeil. Est-ce que tu connais un truc plus déclaratif que le trouble du sommeil? Il faut le faire constater par l'huissier, mais il faut qu'il y ait un mec qui vienne chez lui la nuit, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Je ne sais que te dire. Voilà, il a des troubles du sommeil, donc du coup, c'est très très grave. Moi, ce que je vis, par contre, si tu veux... Non, ça va. Tu vois, moi, je suis pas harcelé. Tu vois, moi, par exemple, ma vie, c'est pas de la merde tous les jours à cause d'eux. Non, moi, ça va, tu vois, c'est sympa. Moi, c'est cool. T'as confiance dans le procès qui arrive? Parce que les 2 premières fois, ça s'est bien passé. La justice a quand même rendu... Ah non, mais j'en ai pas eu 2. On en a fait plus de 10 des procès. Ouais. On en a perdu qu'un. Et puis, si tu veux, il y a eu une entente récemment avec l'anglais pour que je retire mes procédures contre lui, et notamment dommages et intérêts contre une indemnisation. Au niveau justice, je reste confiant pour une bonne raison, c'est que les juges, jusqu'à présent, ne m'ont pas déçu. Sincèrement, les juges ne m'ont pas déçu. Les procureurs m'ont surpris, mais les juges ne m'ont pas déçu. Surpris. Ben, par exemple, tu vois, je t'ai parlé du fait qu'on avait essayé de s'occuper de moi. La personne en question, donc celui qui a témoigné dans la vidéo de Papacito, parce que l'autre ne s'est pas fait attraper, la personne en question a reconnu les faits en garde à vue. Ancien mercenaire, fiché au grand banditisme, en récidive sur des faits comme ça. D'accord ? On est sur un CV sympa. Et il a témoigné à visage découvert avec son casier judiciaire et tout. Dans la vidéo, tout le monde peut le trouver. Donc le gars, il est foutu, tu vois, là, au tribunal. Eh bien, il n'est pas venu, il n'a pas pris d'avocat, et le procureur a demandé la requalification des faits. C'est-à-dire de requalifier les faits, de changer l'intitulé du pourquoi il voulait le faire condamner. Sauf que l'avocate du mec qui avait amené cette équipe sur place, qui était le seul qui avait pris un avocat, s'est jetée sur lui en disant « Mais attendez, il est pas là, il a pas de défense, vous avez pas le droit de requalifier les faits. » Et donc le procureur s'est retrouvé à plaider la relaxe pour un mec en récidive qui avait reconnu les faits en garde à vue. Elle est pas belle, la vie. Et la dépêche a titré « Les menaces contre l'éleveur porcin se finissent en eau de boudin ». Ils ont pris une amende. Ils ont pris 650 balles d'amende. Mais moi, j'ai pas... En fait, donc t'as vive aux 650 €. Apparemment, mais si tu veux, le truc, c'est que ce gars, moi, en fait, ça peut paraître lunaire aux gens, mais ce gars, moi, je lui en veux pas une minute, en fait. Il vit sa vie comme il veut, c'est son affaire, tu vois. Mais moi, au final, quand ils sont arrivés, ça a chauffé pendant 2-3 minutes. Et après, en fait, si tu veux, ils se sont retournés contre les commanditaires. C'est ce qui fait que je suis toujours là, parce qu'il y avait aussi du monde chez moi qu'ils avaient pas imaginé au départ, mais ils se sont retournés contre les commanditaires et ils m'ont soutenu, tu vois. Ce qui est... Enfin, je raconte des trucs... Enfin, ça va que j'ai tous les documents officiels pour étayer ce que je dis, parce que on dirait un film. Hein, mais justement, faudrait en faire un biopic. Hein. Tu joues un peu la comédie? J'ai jamais fait, mais... ça pourrait être... Mais je sais pas, écoute... Merde, je demande à Jean-Robert de jouer son rôle. Franchement, le film, il cartonne. Hein. Mais voilà, c'est... Enfin, je te dis, j'ai même pas les mots, je scie entre... ça va que j'ai la foi, tu vois, parce que je scie entre écœurement et... ça va qu'il y a maintenant beaucoup de soutien populaire, les gens sont incroyables, enfin, les gens m'ont sauvé la vie. Donc j'ai pas le droit d'abandonner, tu vois, ne serait-ce que pour eux, faut que je me montre digne, tu vois, enfin, on communiquera bientôt sur comment on a dépensé la cagnotte que j'ai eue, parce que j'ai fait en sorte d'être irréprochable là-dessus, tu vois, enfin... Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que peuvent faire les gens pour toi, là? À part médiatiser, rien, pour le moment. Et puis pour le reste, on verra le moment venu, on verra en fonction des nouvelles que j'aurai dans les semaines qui viennent. Voilà, on va voir. À voir, et bien, pour ceux qui croient, ils peuvent prier. Et puis voilà, et puis le reste, écoute, moi de toute façon j'irai jusqu'au bout, hein, comme je l'ai déjà dit. Si je dois aller en prison, j'irai en prison, sachant que je ne deviendrai pas violent ou injurieux avec eux, je resterai toujours factuel. Après, si les faits font mal, je m'en branle. La vérité, c'est la vérité. Voilà, si je dois aller en prison, j'irai. S'il doit m'arriver un accident, il m'arrivera un accident, mais j'abandonnerai pas ma lutte parce qu'ils m'en ont trop fait. Ils m'en ont trop fait pour que j'abandonne. Maintenant, et le pire, c'est qu'ils ne résistent que pour une raison de fierté. C'est-à-dire que si Monsieur Bailey cède dans son précaré contre moi, il est fini, en fait, et il le sait très bien. Pourquoi il est fini ? Parce qu'il sera plus craint. Parce que tout le monde a peur de lui, parce que autour de lui, il y a eu assassinat, il y a eu un lot de suicides digne des Clinton. Il a brisé... Ferme la porte, quand même. il a brisé... Enfin, je vais pas dire il a brisé, je vais reformuler. D'après ce que des dizaines de témoignages reçus, il aurait brisé de nombreuses vies de gens qui se sont opposés à lui en les salissant complètement dans la dépêche. Et après, personne peut répondre, étant donné que
Il n'y a que lui qui a la presse régionale. Donc dans notre département, il n'y a qu'un journal qui n'est pas à lui. Le Lot-et-Garonne à côté, ils sont tous à lui. Enfin voilà, tu vois, ça donne une idée. Et c'est comme ça partout. Il a la presse à Perpignan, il a la presse... tout le sud, tout le sud-ouest, un peu large, est à lui. Voilà, il a Midi Olympique, voilà, Midi Libre, Indépendant. La question, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas, en fait. Ouais, la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas? De la dignité. Ah oui. Ça, par contre, il en a pas. Ça, je peux l'affirmer vraiment. Moi, quand je suis allé le voir, ça a duré 8 minutes 30. Il a appelé directement la major de gendarmerie en lui disant, en criant au téléphone, que je le persécutais. Ouais. Paye la persécution. Quand ton beau-papa, c'était René Bousquet. Enfin, bref. Et donc, si tu veux... Non, mais... À un moment donné... Son beau-papa, j'ai dit. J'ai dit beau-papa, attention. Oui, non, mais après, il était très proche de maman. Hein. Et donc après, t'appelles ça comme tu veux. Hein, Mais moi, j'assume. Hein, tu sais, j'en ai plus rien à foutre. Donc tout ce que je dis est factuel. Tu le retrouves dans la presse, dans des livres, voilà. Donc il a qu'à s'en prendre à eux si ça lui pose un problème. Oui. Donc où en étions-nous? René Bousquet. Oui, non, mais avant ça. Oui, qui tient toute la presse et que donc du coup il a brisé les... Oui, il terrorise tout le monde, cet homme. Enfin, vraiment, je suis le premier à avoir osé, lui dire les choses publiquement et à l'avoir assumé et à résister, tu vois. Il y en a qui ont essayé des choses, mais qui ont ramassé et qui du coup sont silencieux maintenant, tu vois. Mais il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Beaucoup. J'en connais personnellement beaucoup. Donc j'ai énormément de soutiens locaux à cause de ça, mais grâce à ça. Mais les gens tous me soutiennent, mais publiquement c'est chaud parce qu'ils ont peur. Maintenant il y a les syndicats agricoles qui prennent position. Bon, ça améliore, ça avance, mais la route est longue, hein, parce qu'il a vraiment un pouvoir incroyable. Enfin, quand tu fais élire tout le monde. En fait, sa force, c'est que il fait élire tout le monde. Donc, à partir du moment où tu fais élire tout le monde, bah, tu gères beaucoup plus facilement l'accès aux subventions régionales, communautés de communes, départementales, t'as tout. Sur sa commune, il y a une centrale nucléaire. Je te raconte une petite histoire que je voulais raconter depuis un moment. Je crois pas que je l'ai encore racontée. La centrale nucléaire de Golfech, chez nous. La Dépêche et la famille Bailey, ultra opposants à la centrale. Des durs. Des écolos des années 70 durs. Et ils avaient beaucoup de terres, et ils ont racheté les terres de pas mal de paysans du coin. Et puis un jour, ils ont tout vendu à EDF, et ils sont devenus les meilleurs amis de la centrale. Non. Une petite plus-value sur le dos du monde agricole qui l'aide à pas être très populaire au niveau des paysans depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs que sa maison a été repeinte... Enfin, le mur de ça, on dirait un château le truc, mais les centaines de mètres de murs qu'il a ont été un peu crépis récemment, un petit peu avec du lisier. Ah merde. Voilà. Bon, je ne connais même pas les gars qui ont fait ça, même si, attention, je suis contre la violence, mais même s'ils m'ont bien fait rire. Mais je les connais pas, sans déconner. Sans déconner, je vois que t'es honnête, il peut pas mentir. Attention, mais c'est pas le problème de pouvoir, mais c'est que j'ai aucun intérêt à le faire en fait. Si je les connaissais, je les saluerais, mais. Voilà, je les saluerais, je leur dirais bonjour. Hein. Oui, tu leur dirais bonjour. Ne méprends pas sur mes propos, attention. Voilà. Bah écoute, merci d'être passé nous voir. On va te libérer parce que je crois que t'as Hanouna après. Et il semblerait. Ouais. Courage. C'est un autre monde, hein. Bah écoute, je vais découvrir parce que vu que j'ai pas la télé, voilà, je vais découvrir. Ouais. Moi après, de toute façon, j'y vais là surtout quand même pour parler de la cause nationale. Bien sûr. S'ils me permettent de parler un peu de mon cas, je le ferai, mais il n'y a pas que moi en France, hein, donc il faut être solidaire avec les autres. On verra. Écoute, moi, ça m'impressionne pas, mais on verra si je m'en sors bien ou pas. À la grâce de Dieu, comme d'habitude. On verra bien. Et de Vincent Bolloré. Oui, aussi. Bah, merci à toi d'être passé. Merci Greg. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs, merci Cognac Jet. À vous les studios. À très vite.